Aujourd'hui, à près de 90 ans, Jenny Seeley a enfin cessé de jouer les gentilles filles. Parce qu'enfouie sous des décennies d'ovations de robes en strass et de sourires soigneusement répétés, se trouve un secret qu'elle avait juré d'emporter avec elle dans la tombe. Pendant des années, elle a cru que le silence était le prix de la survie. Mais quelque chose a changé. Une lettre a refait surface. Un nom longtemps enterré a retrouvé le chemin de la lumière. Et la femme qui a autrefois aidé à maintenir le grand hall au prix, ensemble avec rien d'autre que du cran et du nerf, dit enfin la vérité sur ce qui l'a presque détruite. Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses pendant la panne de courant de 1971 ? Pourquoi a-t-elle mis le feu à l'une de ses propres robes sur le parking ce soir-là ? Et pourquoi, pendant plus de 50 ans, l'Opry a-t-il discrètement évité de mentionner ce qu'elle a vu dans la salle 6B ? Les réponses n'ont jamais cessé de la hanter. Jusqu'à aujourd'hui. Bien avant le secret, bien avant la chambre 6B, bien avant que cette robe ne s'enflamme. Jenny Seeley n'était qu'une fille aux mains calleuses et à la voix bien trop forte pour sa petite ville natale de Pennsylvanie. Son père travaillait de longues heures à l'acierie. Sa mère chantait des hymnes, tout en frottant les sols, sa voix résonnant dans des pièces qui sentaient le savon et la fatigue. Il n'y avait pas d'agents musicaux qui attendaient dans les coulisses, pas de relations dans l'industrie, pas de raccourcis. Juste une radio country remplie de parasites tarde dans la nuit et une tête pleine de rêves qui refusait de s'apaiser. À 16 ans, Jenny a envoyé ses textes manuscrits à une maison d'édition de Nashville. Elle n'a jamais reçu de réponse. Mais elle n'a pas arrêté. À 21 ans, elle a fait une seule valise, une machine à écrire à moitié usagée, et toute l'énergie qu'elle avait, puis elle est partie vers le sud. Lorsqu'elle a atteint le Tennessee, elle était presque fauchée, dormait dans des chambres d'emprunt, faisait des boulots temporaires, le jour écrivait des chansons la nuit, et chantait dans des endroits où personne n'applaudissait et où personne ne s'intéressait à elle. Mais elle n'était pas brisée. Un soir, dans un club enfumé de la périphérie de la ville, un homme assis à l'arrière lui tend une carte. Il vient de l'entendre chanter une chanson qui deviendra bientôt « Don't Touch Me ». Presque du jour au lendemain, sa voix passe à la radio. Les récompenses potoquées comptant suivant l'argent arrivent. Mais le respect est plus lent, plus difficile, et beaucoup plus conditionnel. Jenny n'entrait pas dans le moule, pas selon leurs critères. Elle portait des jupes courtes et de l'eyeliner foncé. Elle plaisantait. Elle n'appelait pas les hommes monsieur, à moins qu'ils ne le méritent. Et pire que tout, elle chantait comme si elle pensait chaque mot. Ces chansons n'étaient pas des chagrins d'amour polis, destinés à être avalés tranquillement. Elles étaient crues et non apologétiques, remplies de désirs de culpabilité, de pouvoir et de regret. Lorsqu'elle est montée pour la première fois sur la scène de l'Opry, elle a été prévenue: pas de danse, pas de décolleté profond, pas de réponse. Elle a hoché la tête souris et a enfreint toutes les règles de toute façon. Derrière les portes closes, les dirigeants de l'Opry ne savaient pas quoi faire d'elle. Elle était trop talentueuse pour être effacée, mais trop audacieuse pour être contrôlée. Ils ont essayé de l'enfermer. Ils lui ont donné de mauvais créneaux horaires, l'ont associée à des artistes qui la rejetaient, lui ont chuchoté des choses dans son dos, juste assez fort pour qu'elle les entende. Pourtant, elle continuait à venir, soir après soir. Et lorsque son nom a finalement été ajouté à la rotation officielle, elle est devenue la première femme à animer régulièrement le Grand Hall Opry. Les applaudissements étaient nourris, son sourire était inébranlable. Mais personne n'a vu ce que cela lui a coûté derrière le rideau. Car c'est cette même année qu'elle a été appelée pour la première fois dans la salle 6B. Et c'est la première fois qu'elle a sérieusement envisagé de s'éloigner de tout ce pourquoi elle s'était battue. Vous n'avez pas demandé à aller dans la salle 6B. Vous n'avez pas été invité. Vous avez été convoqué. Il était tôt 1960, et 11 virgule, et un orage avait coupé le courant dans la moitié de l'Opry House. Les lumières de la scène vacillaient. Les générateurs de secours se mettaient en marche. Le public n'a rien remarqué. Mais dans les coulisses, tout a changé. Un machiniste tend à Jenny un bout de papier plié. Pas d'explication, pas de mots. Juste un numéro de chambre et une heure. La chambre 6B. Elle n'en avait jamais entendu parler. Elle ne figurait sur aucun plan ou répertoire de couloir.
Elle était cachée après les salles vertes au-delà de l'entrepôt des costumes, dans un couloir que la plupart des gens n'empruntaient jamais. Pas de plaque signalétique, juste un bouton en laiton et un léger bourdonnement derrière la porte comme de l'électricité statique ou une respiration. À l'intérieur, il y avait une lampe, une chaise et un homme. Il ne s'est pas présenté, il n'en avait pas besoin. Il faisait partie des patrons discrets, ceux qui n'apparaissent jamais sur les photos, mais qui dirigent l'opéra. S'il l'opplique comme s'il s'agissait de leur église personnelle. Il la regardait non pas avec désir, mais avec calcul. Puis il lui a posé une question qu'elle n'a jamais répétée à voix haute. Sa réponse n'a pas eu d'importance, parce que ce qui a suivi n'était pas une demande, c'était un avertissement. Ginny est sortie 11 minutes plus tard, blême, silencieuse. Elle est allée directement au parking à quitter sa robe, l'une de ses préférées, une robe bleue à paillettes garnie de strass, et y a mis le feu. Personne n'a su pourquoi. Un concierge a vu la fumée s'élever et a dit plus tard qu'elle était restée là à la regarder brûler comme on regarde une personne mourir. Janie n'a plus jamais porté de bleu sur scène. Après cette soirée, tout a changé. Ses listes de programmes se sont raccourcies, ses introductions ont été réduites ou supprimées. Des rumeurs ont circulé sur le fait qu'elle était difficile. Un producteur l'a retirée d'une émission du samedi et l'a remplacée par un nouveau venu qui oubliait la moitié de son texte. Pourtant, elle est revenue, elle a continué à animer, elle a continué à sourire. Et une seule fois, elle a affronté le même homme de la salle, 6B dans un couloir. Il n'a dit que 5 mots avant de s'éloigner. « Attention, ma chérie, tu n'es pas intouchable. » C'est ce soir-là qu'elle a commencé à fermer sa loge à clé et à écrire des lettres. Certaines ont été postées, d'autres cachées dans une boîte sous son lit. Des lettres qu'elle espérait que personne n'aurait jamais à lire, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas des journaux intimes, ni des chansons. Et ils n'ont jamais été écrits pour susciter la sympathie. C'étaient des enregistrements, tapés sur du papier fin en peau d'oignon, avec sa vieille machine à écrire manuelle. Toujours datés, toujours signés. Chacun d'entre eux capturait quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de dire à voix haute. Les regards, les menaces, les repères sur scène qui changeaient mystérieusement les nuits, où son micro ne s'allumait pas à la fois, où elle sortait dans le silence, alors que le rideau restait baissé exprès. Ginny Seeley a tout écrit. Chaque affront, chaque humiliation, chaque nom. Elle a gardé ses lettres dans une boîte à chaussures sous son lit enveloppée dans un foulard rouge délavé que sa mère lui avait donné avant qu'elle ne quitte la Pennsylvanie. La boîte était fermée à clé. Elle n'a jamais partagé la combinaison, pas même avec son mari. Elle l'appelait sa police d'assurance. Mais il n'a jamais été question de se venger, car l'un des tours les plus cruels que l'Opry ait jamais joué à ses femmes a été de les convaincre que rien de tout cela n'était réel, qu'elles imaginaient des choses, qu'elles étaient tout simplement trop sensibles, qu'ils prenaient les choses trop à cœur que personne d'autre qu'eux n'avait de problème. Janie savait que c'était mieux ainsi, et elle avait vu comment il traitait Dottie West avant sa mort. Elle avait entendu la façon dont il parlait de Patsy derrière des portes closes. Cette grande gueule, ce petit ivrogne, ce problème. Elle n'écrivait pas seulement pour elle. Elle documentait le modèle. Mais elle n'a jamais eu l'intention que quelqu'un lise les lettres, jusqu'à l'incendie. Dans 1991, sa deuxième maison a pris feu au milieu de la nuit. La plus grande partie de la maison a été épargnée, mais sa chambre à coucher s'est rapidement embrassée. La boîte à chaussures a survécu. La chaleur a fait fondre l'écharpe, mais la serrure a tenu bon. Et à l'intérieur, chaque lettre était intacte. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise sous son porche, entourée de cendres, elle a ouvert la boîte pour la première fois depuis des années. Et ce qu'elle a lu ne ressemblait plus à sa vie. Cela ressemblait à une histoire que quelqu'un d'autre avait vécue. Quelqu'un de piégé, d'effacé. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié. Elle a juste murmuré au vent que je n'étais pas fou. C'est cette nuit-là qu'elle a élaboré un nouveau plan, ne pas brûler les lettres. Non pas pour les cacher, mais pour attendre le bon moment, pour les utiliser. Et comme elle tournait 90, ce moment arriva enfin. C'est juste après le coucher du soleil que l'on frappa à la porte. Ginny Seeley était dans sa cuisine, pieds nus. Elle préparait son thé habituel du soir. Depuis, elle n'attendait plus de visiteurs. La plupart des gens de son âge sont partis ou ont pris leur retraite depuis longtemps, mais ce coup-là est différent.
doucement. Hésitante, presque révérencieuse, la jeune femme qui se tenait à la porte n'avait pas plus de 30 ans, les yeux écarquillés, nerveuse, serrant un dossier contre sa poitrine. Comme s'il allait disparaître, elle ne se présente que par son prénom. Elle a dit qu'elle travaillait sur une thèse de 3e cycle sur les femmes oubliées de la musique country. Elle avait fait 6 heures de route dans l'espoir de rencontrer Gianni, ne serait-ce que 5 minutes. Gianni l'a presque renvoyée, jusqu'à ce que la femme dise « chambre 6B ». Tout s'est arrêté. Personne ne connaissait cette chambre. Pas à moins qu'il ne soit là. Pas à moins qu'il ne soit convoqué. Pas à moins qu'il n'ait quelque chose à perdre. Mais cette fille, elle n'avait rien à perdre, seulement quelque chose à donner. Elle a fouillé dans le dossier et en a sorti une photocopie. C'était l'une des lettres, pas un duplicata, un scan, daté de juin 15 1960 et 11 virgules dactylographiées dans le format unique de Gianni. Un compte-rendu complet de sa 2e visite dans la chambre 6B. Les noms, les menaces, la poignée de main qu'elle a été forcée d'accepter. Et la phrase qui a tout scellé, « Si je parle encore de cela, je serai expulsé de la scène avant d'avoir fini mon prochain couplet. » Le sang de Gianni s'est refroidi. Elle a demandé où la jeune fille l'avait trouvée. C'est alors que l'histoire s'est éclaircie. Apparemment, dans un placard de l'aile des archives de l'Opry, un placard non ouvert au public, cette lettre a été mal classée dans une pile de diagrammes de scène. Un ancien employé l'avait rangée là, probablement sans autorisation. Il avait peut-être l'intention de le rendre ou de le faire fuir, mais il était là, préservé, attendant tranquillement. La jeune fille l'a trouvé en faisant des recherches sur la disposition des sols. Elle a dit l'avoir lu 3 fois avant de se rendre compte de ce que c'était. Elle l'a copié, puis l'a remis en place en le scellant. Ginny lui a demandé pourquoi elle l'avait apporté. La jeune fille a fait une pause et a répondu « Parce que je pense qu'ils ont déjà fait ça à d'autres personnes, et je pense qu'ils le feront encore. » Cette nuit-là, Gianni ne dormit pas. Elle ouvrit la vieille boîte à chaussures, relut chaque lettre et réalisa que le silence qu'elle avait protégé pendant 60 ans était sur le point de prendre fin. Il y avait toujours eu des chuchotements, des portes qui ne figuraient sur aucun plan des bandes qui ont disparu de la cabine de son des membres de l'Opry, qui se sont retirés après avoir posé les mauvaises questions. Mais surtout, il y avait le couloir, un tronçon étroit et sans fenêtre qui menait derrière la partie la plus ancienne du bâtiment. La maintenance l'appelait l'aile de service. Les guides touristiques n'en parlaient pas, mais les initiés savaient que c'était là que se prenaient les vraies décisions, que les hommes en costume et à la voix enfumée se réunissaient derrière des portes closes et réécrivaient les carrières comme les pages d'un scénario. Ginny n'avait emprunté ce couloir que 2 fois dans sa vie. Les 2 fois, il se terminait par la salle 6B. Mais lorsque la jeune chercheuse est revenue une semaine plus tard avec des plans d'étage des dossiers et un carnet rempli de cartes dessinées à la main, elle a dit quelque chose que Gianni ne s'attendait pas à entendre. La chambre 6B n'existe plus. Selon des documents architecturaux mis à jour, la chambre a été murée à la fin des années 1990. Pas de permis, aucune note de rénovation. Juste un espace vide à la place d'une porte comme si elle n'avait jamais existé. Gianni se souvenait du motif du tapis et du bruit du vieux radiateur, la tache d'eau sur le plafond qui ressemblait à une empreinte de botte. Elle ne l'imaginait pas, mais quelqu'un voulait que tout le monde le pense. Ce soir-là, elle a sorti un album de photos et a feuilleté une photo prise dans les coulisses en 1974, virgule. Dans le coin le plus à gauche, à peine visible, il y avait une poignée de porte en laiton et une plaque. 6B. Elle a envoyé une copie de cette photo à la jeune femme accompagnée d'une note. « S'il m'arrive quelque chose, dites-leur que j'ai essayé de dire la vérité. » Parce que l'effacement ne concernait pas seulement la chambre. Il s'agissait de tout ce qui se passait à l'intérieur. Les accords, le silence, le déséquilibre de pouvoir qui n'est jamais exprimé à haute voix, mais seulement compris dans les regards et les portes verrouillées. Gianni ne s'est jamais considérée comme courageuse. Elle se considère comme intelligente, prudente, vivante. Mais alors que l'Opry continue de célébrer son héritage poli, de rediffuser des émissions spéciales, d'honorer ses pionniers. Ginny sait que l'éclat a un prix, et quelque part sous les nouvelles cloisons sèches et l'image de marques brillantes, les vieux secrets respirent toujours. L'attente. Lorsque Gianni Seeley atteignit ses 80 ans,
la plupart des femmes qui avaient arpenté les mêmes couloirs qu'elle avaient disparu. Certaines sont mortes discrètement, d'autres sont tombées dans l'oubli, et quelques-uns trop nombreux n'ont laissé derrière eux que des questions. L'accident de voiture de Dottie West a été qualifié de tragédie, mais Jenny s'est souvenue des mois précédents. Les spectacles annulés, les appels téléphoniques bizarres, la façon dont Dottie a commencé à dire sur scène des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant. Les coups de Loretta Lynn et ses étranges dernières interviews ont également fait sourciller. Elle a dit un jour à Jenny qu'il ne voulait plus de nous, quand nous commencions à trop parler. Puis Naomi Judd, partie sous un nuage sombre, a fait l'objet de rumeurs sur ce qu'elle avait découvert au cours de ces derniers mois. Tous ont des histoires, tous ont des cicatrices, et tous, à un moment donné, ont été invités à faire confiance à l'Opry. Jenny avait vu le même schéma des femmes poussées vers la sortie réécrite ou réduite. Si elles vieillissaient, elles étaient oubliées. S'ils se rebiffaient, ils étaient instables. S'ils restaient trop longtemps, eh bien l'industrie avait des moyens de resserrer les taux sans laisser de traces. Elle s'est souvenue du moment où Patsy Cline a commencé à remettre en question la direction de l'entreprise. Et lorsque Skeeter Davis a critiqué l'emprise de l'Église sur l'industrie, elle a été bannie de l'Opry pendant une décennie. Jenny ne l'a jamais oublié. Elle avait encore la lettre que Skeeter lui avait envoyée du Kentucky griffonné à l'encre bleue. Ils ne sont pas fâchés de ce que j'ai dit. Ils sont fâchés que je l'ai dit là où les gens pouvaient l'entendre. Aujourd'hui, dans sa petite maison tranquille à la périphérie de Nashville, Jenny tient un nouveau type de liste. Pas seulement des noms, mais des modèles. Qui a disparu quand qui a cessé de recevoir des appels, qui a pris sa retraite après avoir posé trop de questions sans réponse. Le plus triste, c'est qu'il n'y a jamais eu d'adieu, en bonne et due forme. Pas d'hommage, pas de levée de rideau, juste un effacement en douceur, comme s'il n'avait jamais été sur le devant de la scène. Comme si les applaudissements n'avaient jamais eu lieu. Et pourtant leur voix résonnait encore, dans les fissures du vieux plancher, dans l'odeur de la poudre du dressing, dans la mémoire de Jenny. C'est à ce moment-là qu'elle a su que la vérité ne pouvait pas rester enfermée plus longtemps, parce que si elle restait silencieuse, ils l'effaceraient aussi. Jenny Seeley n'a jamais pensé qu'elle leur survivrait à tous. Elle ne buvait pas beaucoup, n'a jamais fumé au-delà de la trentaine, mais elle n'a jamais vécu prudemment non plus. Elle a chanté avec acharnement, aimé avec acharnement, et continué à se montrer soir après soir même, lorsque les ovations se sont transformées en hochements de tête polis. Même lorsque la loge s'est éloignée du hall principal. Même lorsque le téléphone a cessé de sonner après les vacances. Et pourtant, elle était toujours là. À 90 ans, elle se déplace un peu plus lentement. Elle a besoin d'aide pour fermer la fermeture éclair de ses robes de scène. Mais son esprit est toujours aussi vif. Elle se souvenait des dates, des noms de ceux qui la regardaient dans les yeux, et de ceux qui ne la regardaient pas. Et quand une nouvelle génération de femmes est entrée à l'Opry jeune, pleine d'espoir inconsciente, elle les a observées avec un étrange mélange de fierté et d'effroi. Parce qu'elle savait ce que cet endroit pouvait vous faire. Et maintenant, elle savait qu'elle ne pourrait pas les protéger en restant silencieuse. C'est ainsi qu'elle a commencé à parler d'abord doucement. Une conversation lors d'un spectacle d'hommage. Une citation dans une interview locale. Des indices, des souvenirs. Il y a eu ensuite les mémoires publiées discrètement, en autopublication. À peine promus mais dangereux tout de même. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de lettres. Noms expurgés, notes de base de page, vérités déguisées. Suffisamment pour mettre les gens mal à l'aise. Suffisamment pour que quelques appels cessent d'arriver. Suffisamment pour qu'un ancien technicien de l'Opry frappe à sa porte à minuit et lui dise simplement « Je l'ai lu ». Il n'y a pas eu de procès, ni de conférence de presse houleuse. Un silence qui pour Jenny en disait plus long que les mots. Dans les mois qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit. Une nouvelle politique de l'Opry est adoptée qui protège les artistes et le personnel des coulisses de toute influence indue. Quelques producteurs se retirent discrètement. Une poignée de jeunes femmes lui ont tendu la main en privé pour la remercier. Et un soir, alors qu'elle se tenait dans les coulisses canne à la main, attendant de monter sur scène pour ce qui pourrait être la dernière fois, une jeune chanteuse l'a frôlée, s'est retournée et a murmuré « Merci de ne pas les avoir laissés t'enterrer ». Jenny a souri. «
car elle le savait maintenant, l'héritage ne se construit pas sur ce qu'on vous laisse dire. Il se construit sur ce que vous dites de toute façon. La grande scène de l'Opry a tout vu. Étoiles montantes, performances, finales, ovations. Mais il n'a jamais vu d'autre Gianni Seeley. Elle n'est pas partie avec fracas. Elle n'a pas demandé d'hommage. Elle a simplement cessé de se montrer un jour. Pas de spécial d'adieu. Pas de montre en or, juste un tabouret vide et un silence plus pesant que d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Ces mémoires autrefois ignorées ont commencé à circuler discrètement parmi les jeunes artistes. Des copies ont été échangées dans les coulisses. Les pages ont été corrigées et surlignées. Une nouvelle génération a commencé à poser des questions discrètes. Et dans les couloirs longtemps considérés comme insonorisés, les chuchotements sont revenus. Et au cœur de tout cela, il y a eu le dernier acte de Gianni. Elle a fait don de la boîte à chaussures. Chaque lettre, chaque nom, chaque date ont été placés dans les mains d'un service d'archives de musique country hors du contrôle de l'Opry. Scellé pour être rendu public, à moins qu'il ne lui arrive quelque chose. C'était le but. Dès que quelqu'un essaierait de l'effacer, le couvercle se détacherait. Depuis, l'Opry n'a pas touché à son héritage. Aujourd'hui, elle s'assoit sous son porche à la sortie de Nashville, et ses os lui font mal. Sa voix n'est plus ce qu'elle était, mais le feu est toujours dans ses yeux. Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une rare interview, ce qu'elle dirait à l'Opry aujourd'hui, elle s'est contentée de hausser les épaules et de dire « Je vous ai donné mes meilleures années. Vous m'avez donné vos règles. Je leur ai survécu. Il y a encore des photos d'elle accrochées dans les coulisses. Personne n'ose les démolir. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'est pas seulement une survivante de l'âge d'or de l'Opry, elle en est le témoin. La gardienne des secrets. La femme qui a refusé d'être réduite au silence. Et peu importe le nombre de rénovations qu'ils effectuent, de communiqués de presse qu'ils écrivent ou de rappels qu'ils chorégraphient, il y aura toujours une chanson qui résonnera dans les combles et qu'ils ne pourront pas contrôler. Une chanson écrite en souvenir dans la douleur en héritage. Celle que Gianni Seeley n'a jamais cessé de chanter, même lorsque personne d'autre n'osait la fredonner.